Bonjour Yves Pozzo di Borgo. Bonjour. Vous êtes ancien sénateur centriste et ancien vice-président de la Commission des Affaires étrangères et militaires, notamment. De la Défense. De la Défense. Hier, en visite en Chine, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a appelé à un ordre mondial multipolaire. Il s'est adressé à son homologue chinois. Avec vous et d'autres partenaires partageant les mêmes idées, nous avancerons vers un ordre mondial multipolaire, a-t-il dit. Le porte-parole chinois, lui, a répondu « La coopération sino-russe est sans limite ». Je rappelle également que le 22 mars, le ministre des Affaires étrangères russe, toujours, rencontrait les ambassadeurs des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. L'ordre multipolaire est-il vraiment en marche? Et est-ce que finalement l'Occident n'est pas déjà qu'un pôle parmi d'autres, contrairement à ce que on se laisse, l'impression qu'on se laisse avoir de cette hégémonie, notamment américaine, sur le reste du monde? En tant que sénateur, j'étais représentant du Sénat à l'Union internationale mondiale. Alors personne ne sait ce que c'est l'UIP, mais c'est en fait l'Assemblée mondiale de tous les parlements du monde. Et ma dernière réunion a eu lieu, c'était une assemblée générale de l'UIP, de cette Union parlementaire mondiale, a eu lieu à Dakar. Alors vous savez, c'est comme une réunion parlementaire, c'est-à-dire que nous avions pendant 10 jours, nous avions les matins des commissions et le soir des séances plénières. Et il y a tous les parlements du monde. C'était à Dakar, au Bangladesh, c'était en avril 2017. Et j'avais été très surpris déjà à ce moment-là, que j'avais déjà ressenti dans cette assemblée parlementaire qui regroupe tous les parlements du monde, avec des parlementaires de tous les pays, de toutes des sénats et des assemblées de tous les pays. J'avais été très surpris de voir qu'il y avait déjà une coupure forte entre, d'un côté, le monde occidental, c'est-à-dire en fait l'Amérique, qui d'ailleurs ne venait plus à ces réunions-là, l'Europe, et puis le monde occidentalisé comme le Japon. C'est-à-dire à peu près 1 milliard 200 000 personnes. En gros, et le reste du monde qui était très unique entre eux, qui ne supportait plus ce monde. N'oubliez pas que ce monde avait été ce monde de la colonisation, ce monde qui n'arrêtait pas de donner des leçons, et c'est le monde occidental. Et là, j'ai senti une fracture, mais d'une force extraordinaire. Et cette guerre d'Ukraine que nous connaissons malheureusement, enfin qui a des conséquences énormes, je crois qu'elle est surtout le révélateur de cette fracture. Et tout ce que je dis là, j'étais très heureux d'entendre que Villepin, qui est quand même notre ancien Premier ministre, un des grands penseurs de notre réflexion internationale, dit la même chose. Lui, il dit, d'un côté, il y a les régimes démocratiques, de l'autre côté, les régimes autoritaires. C'est faux. Je ne suis pas sûr que le monde occidental soit un monde à démocratie, et je ne suis pas sûr que le monde de 7 milliards de personnes qui représentent vraiment actuellement la nouvelle force économique. Il faut bien comprendre que ce mur de Berlin, le nouveau mur de Berlin que nous installons entre l'Europe, les États-Unis et le reste du monde, eh bien, c'est cette fracture qui va en fait façonner le monde nouveau. Et il faut bien voir les rapports de force. Le rapport de force, que cette économie, il ne faut pas oublier que c'est la Chine. Il ne faut pas oublier que c'est l'Inde. Avec 5 milliards 400 millions de personnes, une économie qui devient de plus en plus puissante. Il ne faut pas oublier que, et ce qui est un truc extraordinaire, c'est que dans cette affaire, qui a condamné l'agression russe, qu'on continue à condamner, moi aussi je trouve que ça a été vraiment une erreur monumentale, parce que ce sont les populations ukrainiennes qui souffrent de tout cela. Mais qui a condamné? Essentiellement le monde occidental. Qui a mis des sanctions? C'est l'Europe, les États-Unis, l'Australie, Nouvelle-Zélande, enfin tout le monde de l'OTAN, le monde atlantique. Le reste, regardez l'Afrique. Elle n'est plus dans la logique européenne. Vous avez la plupart des pays africains étaient plutôt dans une logique de soutenir la Russie. Regardez ce qui s'est passé, un truc extraordinaire, cette réunion des BRICS. Mais qu'est-ce que c'est les BRICS? Ça existe depuis longtemps. Et comme chaque fois, vous savez, du côté occidental, on les méprise un peu. Les BRICS, c'est quoi? C'est le Brésil, donc avec toute l'Amérique latine, une grande puissance économique. Les BRICS, c'est quoi? C'est l'Afrique du Sud, donc avec toute l'Afrique. Les BRICS, c'est quoi? C'est la Chine. Les BRICS, c'est quoi? C'est l'Inde. Et quand vous pensez que 2 pays comme le Pakistan et l'Inde, qui sont pratiquement en guerre, sont au moins unis face à l'Occident, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose. Et je crois que dans cette affaire, l'Europe a été très maladroite. L'Europe a été d'une maladresse extraordinaire. Et les Français, je crois que le président Macron porte une responsabilité extraordinaire, parce qu'il avait du poids au sein de l'Union européenne, a été d'une maladresse extraordinaire de ne pas rester à l'écart de ce conflit, d'apparaître comme le garant ou l'arbitre qui pouvait
cautionner, qui pouvait en fait cautionner des accords de paix qui sont d'ailleurs maintenant, qui sont plus du tout traités par l'Europe, mais qui sont traités en Turquie, par Israël, par la Turquie, mais pas du tout l'Europe. L'Europe est sortie du monde en se mettant dans les mains des Américains. Et je crois que là, ce que vous disiez au départ, il y a vraiment cette fracture économique, culturelle, sociale qui va s'accentuer. Alors moi je regrette et je préférais, si vous voulez, que d'abord on ait des changements en France et des changements en Europe pour qu'on comprenne qu'on n'est plus dans le giron des Américains, qui restent toujours nos alliés, personne ne conteste ce fait-là, mais qu'il y a un monde nouveau qui s'ouvre et que ce monde nouveau, les équipes, la Commission européenne de Bruxelles n'a pas su la saisir et notamment notre président français que l'on croyait un petit génie n'a rien compris à tout cela et n'a pas compris qu'un monde nouveau s'installait. Alors oui, c'est extrêmement intéressant. Je vous ai écouté chez André Berkoff récemment et vous disiez nous sommes les petits télégraphes des Américains. Donc je voudrais comprendre finalement, est-ce qu'il y a à votre sens une servitude volontaire aux Américains et pourquoi s'il y a servitude volontaire aux Américains? On a d'abord les pays diraient-je, il n'y a plus de nations en Europe. Ce sont l'Union européenne. Alors moi, je suis européen, je suis content. D'ailleurs, on l'a bien vu, cette crise, l'Union européenne était très unie. Moi, c'est quelque chose de satisfaisant, premier truc. Sauf quand vous êtes unis pour prendre des mauvaises décisions et pour relayer les décisions des Américains, je dis non, c'est une grosse erreur. Et c'est ça le problème. C'est que l'Union européenne, au moins, on peut être content par rapport à toute l'histoire après ce qui s'est passé après 45. On est ravis. L'Union européenne existe. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est contentée de relayer les intérêts des Américains. Et il faut bien savoir, c'est tout le problème que l'on a. Par exemple, en France, moi j'étais parlementaire, je n'ai jamais fait une loi, j'ai fait quelques propositions de loi, mais c'était peanuts. Qui font les lois? Ce sont les bureaux. Nous votons ce que les bureaux décident. Eh bien, à Bruxelles, vous avez le Parlement européen comme la Commission européenne, qui en fait des directives, c'est-à-dire en fait qui sont nos lois, qui ont de plus en plus de pouvoir, qui sont en fait l'émanation des grands cabinets anglo-saxons qui irriguent complètement la réflexion bruxelloise. Là, on retombe sur l'affaire McKinsey. Mais bien sûr, on retombe sur l'affaire McKinsey. Et on voit très bien d'ailleurs, quand vous prenez simplement la Commission européenne, quand vous voyez Ursula von der Leyen, qui est la présidente, qui est complètement liée avec les Américains, quand vous voyez le PPE, qui a le parti créateur de l'Union européenne, c'est le parti d'ancienne démocratie chrétienne, qui a créé en fait, qui a été, tous les pères fondateurs viennent du PPE. Eh bien, ils sont maintenant les petits télégraphistes des Américains. Quand vous voyez les commissaires, que vous les prenez un par un, que ce soit Borrell, que ce soit Reinert, que ce soit Thierry Breton, notre commissaire français, que ce soit Ursula von der Leyen ou d'autres, ou ce soit les commissaires Balz, tous les commissaires, ils sont dans les mains des Américains. Et c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion européenne. Il y a une réflexion qui naît. Voilà. Il y a une question, je voudrais revenir là-dessus. Vous dites les Européens ont été unis, mais rappelons-nous que l'Allemagne vient d'acheter les F-35 aux USA. Et elle a arrêté les marches avec les F-16 notamment. Donc l'Allemagne est en train de se remilitariser grandement, sans pour autant faire affaire avec ses petits copains, ce petit partenaire européen. Et puis au début de la crise de la Covid, c'était chacun pour soi. Ceux qui pouvaient récupérer des masques, les récupérer pour eux. On n'était pas du tout dans la solidarité. Oui, mais en même temps, si vous voulez, ils ont quand même procéder à des achats communs, d'ailleurs ce que je regrette parce que là ça a été peut-être pas une bonne décision, des vaccins, notamment ces accords avec Pfizer. D'ailleurs on attend les textos encore, les Ursula von der Leyen. C'est extraordinaire. Mais oui, les textos et puis surtout l'enquête du journaliste roumain sur elle, qui est terrible, la corruption qu'il y a. Non, je crois pas. Alors le problème de la défense, c'est que c'est vrai que le problème de la défense, c'est un souhait depuis toujours. Moi je me souviens quand j'étais sénateur, et puis surtout toute la pensée de mon parti, démocrate chrétien à l'époque, c'était de dire il doit y avoir deux piliers pour la défense européenne, le pilier européen puis le pilier OTAN. C'était l'accord qu'on avait. Sauf que le pilier européen n'a pratiquement jamais existé. Et là, je crois que vous avez soulevé un problème, c'est que quand j'étais à la commission de défense au Sénat, à chaque fois qu'on voyait les Allemands, on disait mais écoutez, ça c'est pas possible. Hein, les deux seuls grands pays en Europe qui s'occupent de défense, c'est les Anglais et les Français qui mettent le plus d'argent. Et puis vous, les Allemands, qui êtes une grande puissance économique, vous mettez pratiquement pas d'argent. Et je me souviens un jour, on dit bon, mais très bien, écoutez, on sait que vous nous reprochez, nous allons mettre 5 milliards d'euros. Ah, très bien. Alors nous, on pensait que c'était au moins 5 milliards par an. Oui, non, 5 milliards sur 5 ans. Et puis là, se moquer du monde, parce que c'était se moquer du monde de la part des Allemands. Sous la pression d'ailleurs des Verts, pas d'armes. Et puis là, subitement, je ne sais pas si vous avez vu il y a à peu près un mois, je crois, c'est ça, dès que le conflit a commencé, les Allemands ont décidé de mettre 100 milliards sur la table pour la défense. Bien sûr. Ce qui veut dire que d'abord, et parce qu'il faut savoir qu'on a découvert cela, ce qui veut dire qu'ils ne croient plus à l'OTAN,
même s'ils continuent à acheter les Américains, parce qu'ils se rendent compte que les Américains se sont rendus compte dans cette guerre. Je vais vous raconter une histoire. Ma dernière réunion, j'espère que c'est pas trop confidentiel, mais ma dernière réunion avec Jean-Pierre Raffarin, nous étions le président de la Commission d'affaires étrangères et de défense, nous étions à Moscou, donc à l'ambassade, nous avons vu le général qui suivait les problèmes, qui connaissait bien l'armée russe. Et à l'époque, si vous voulez, l'analyse qu'on a faite, c'est que le rapport de force OTAN-Russie était de 10 pour l'OTAN et 1 pour la Russie. Et la Russie qui a vu ça, c'était en 2017, a travaillé énormément pour avoir des missiles antimissiles, c'est-à-dire pour résister, si vous voulez, aux missiles qui menaçaient la Russie. Et qu'est-ce qu'on a constaté dans cette guerre? Et c'est là où je crois on ne s'est pas rendu compte de cela, c'est que les Russes ont 3 choses qui sont fortes. Les missiles hypersoniques que personne ne peut arrêter. Des systèmes de brouillage extraordinaires et surtout des systèmes antimissiles extraordinaires avec les S-500. Ce qui veut dire que tous les milliards que l'on a mis dans ce qu'on appelle les armées OTAN, les critères OTAN, c'est-à-dire l'armée américaine, 700 milliards par an, l'armée française, les armées européennes, l'armée française, 42 milliards par an, que tout cet argent pratiquement est parti en fumée. Parce qu'il suffit que je raconte ça, et alors je suis plus sénateur, je n'ai plus les informations comme avant, mais je suis tombé sur un de mes connaissances, un de mes collègues, un ancien collègue, qui est toujours collègue parlementaire de l'Assemblée nationale, dont je ne dis pas le nom, il est assez grand pour se reconnaître, qui est le spécialiste de ce problème-là. Et je l'ai vu, je lui ai dit, mais écoute, moi, ma première réaction quand j'ai vu ces missiles hypersoniques, je me suis dit, eh bien, tous les milliards de l'OTAN et tous les milliards européens qu'on a mis à la défense, ça part en fumée. Il m'a dit, t'as tout à fait raison. Et j'aurais aimé, ce qui me surprend, c'est que dans la campagne présidentielle, sur cette affaire de guerre qui est en Ukraine, on n'ait pas cette réflexion-là. Parce que ça veut dire qu'il faut changer tout. Quand vous pensez qu'actuellement, la grande force de l'OTAN, c'est les grands porte-avions, les 11 porte-avions américains, le porte-avions anglais, le porte-avions français, avec un porte-avions comme Charles de Gaulle qui est magnifique, c'est extraordinaire, moi j'ai vu, et qui va toujours avec tous ses bateaux. Mais là, quand il y a un missile hypersonique, il suffit d'avoir un missile hypersonique en plus qui bouge, avec une petite nette nucléaire, tout explose. On n'a pas les moyens de se protéger. Et là, les Américains ont compris. D'ailleurs, vous avez vu, marche arrière complet. Les Allemands ont compris. Et c'est là qu'ils ont décidé de mettre 100 milliards dans la défense. Et qu'ils vont essayer d'avoir pour 2025 un système de protection. Et c'est là où on ne s'est pas rendu compte que, par mépris, par prétention, l'Union européenne, les responsables occidentaux et les responsables américains ont tellement sous-estimé les Russes que là, si vous voulez, on découvre quelque chose que personne ne veut voir ou dont personne ne parle. Moi, j'ai eu cette intuition-là. Je n'ai pas tous les éléments pour analyser, puisque je ne suis plus parlementaire, je n'ai pas les informations comme avant, mais j'ai cet ami parlementaire qui m'a confirmé ce que je disais. Et c'est une question que je pose. C'est une question d'ailleurs du débat présidentiel, et que pratiquement aucun candidat au présidentiel ne récupère.